banque centrale en Russie sont en euros, 26% de la Banque centrale de Chine, 28% du total mondial. Ce qui veut dire, entre parenthèses, que dans la crise de l'euro, il y a des actions spéculatives claires, qu'un seul adjectif a réussi à apaiser provisoirement. Mario Draghi, soutien illimité. Il suffit d'un adjectif pour calmer la spéculation qui se rend compte qu'elle a beaucoup à perdre. 36% du stock des investissements étrangers du monde sont situés sur le premier marché du monde, marché européen. L'Europe est le premier partenaire commercial de pratiquement tout le monde. Les États-Unis, du Canada, de la Suisse, de la Chine, du Mercosur, du Golfe, etc., etc. Donc tout ça est bien connu. Je sais bien qu'il y a un effet statistique, mais quand même, ça pèse, notamment dans les négociations commerciales. Je n'y insiste pas, Jean-Denis a tout à fait raison de dire que l'autre caractéristique de cette union, qui est, disons, l'espace le plus intégré du monde, non politique et institutionnel, c'est sa modernité. Pour aller bref, je dirais que nous avons fait avant tout le monde l'expérience de la multipolarité à l'échelle régionale. Compromis, discussion, négociation, droit, co-souveraineté, c'est pénible, la co-souveraineté, co-décision, et puis la redistribution. Finance à réglage. La redistribution, probablement trop généreuse, mais bon, ça c'est très important. Donc on a probablement une vraie longueur d'avance pour jouer notre rôle dans des enceintes multilatérales. Troisièmement, avec la crise, le retour du politique, pas de l'État-providence, mais du politique face au marché, face à l'ultralibéralisme, face à la dérégulation qui conduit quand même aux catastrophes qu'on connaît. Et puis, dernier point, on est plus fort à plusieurs que tout seul. Cette échelle dite régionale est une échelle pertinente face aux défis globaux et elle donne aux nations une légitimité, y compris pour intervenir dans des opérations de force. Donc ça, ce sont des atouts, ce sont des acquis, des pratiques depuis des décennies qui survivront aux difficultés actuelles, sauf en cas de scénario de dérive électorale populiste, qui est tout à fait plausible. Et s'il y a destruction du processus, ça sera de l'intérieur pour des raisons politiques. Des éléments de faiblesse, la représentation politique extérieure de l'Union européenne, elle est fragmentée, elle est westphalienne, elle est... alors je dis ça, mais comme diplomate français, je suis très content qu'on ait un poste de permanence et le Conseil de sécurité, donc il y a toujours des contradictions. On a quand même un système international qui est fondé sur des États et non pas sur des institutions régionales, donc le poids de l'Europe est de facto sous-estimé, il n'y a pas d'expression collective, c'est extrêmement difficile. Il y a un deuxième point qui est lié à l'histoire dont a parlé Jean-Dominique et qui n'est pas une provocation à l'égard de Simon Safety, mais au fond, nous avons vécu, pour des raisons objectives qu'on connaît bien à Strasbourg, dans une espèce de division stratégique du travail. Les choses sérieuses, c'est-à-dire contenir l'Union soviétique, c'était globalement les États-Unis, et puis la reconstruction, le développement, puis l'élargissement, c'est l'Union européenne. Bruxelles, c'est la banque, et les États-Unis, c'est les choses sérieuses. Je crois qu'on est en train de s'installer dans une nouvelle division stratégique du travail du même ordre. Les choses sérieuses, c'est-à-dire la Chine et l'Asie-Pacifique, c'est les États-Unis. Et puis, les questions régionales, en gros la Méditerranée, c'est l'Europe. Et globalement, c'est le marché, plus un peu d'intervention extérieure de type Libye, disons l'économie et la police régionale. C'est la vision américaine, j'y reviendrai dans un instant, mais j'ai quand même été extrêmement frappé en lisant et en relisant l'excellent document, la directive de défense du 5 janvier 2012, préfacé par le président Obama, dont le titre est
et Sustaining US Global Leadership. Excellent document. Il y a deux messages. Un message très positif aux Européens. You are more producers than consumer security. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ça fait longtemps qu'on attendait ce message. Malheureusement, ça vient au moment où on coupe dans les budgets de la défense. C'était le bon moment, c'est le bon message, un peu tardif. Enfin, il avait déjà été prononcé à plusieurs reprises, mais on s'était bouché les oreilles. Là, on ouvre nos oreilles, on n'a plus rien dans les poches. Les poches sont fermées, les oreilles sont ouvertes. Mais il y a quelque chose qui me choque, enfin, qui m'interpelle comme Européen, comme Français en particulier, dans le document américain, c'est que nulle part il est indiqué que les Européens aussi ont des intérêts globaux. Je ne dis pas qu'on est un acteur global, je dis qu'on a des intérêts globaux. On a des intérêts globaux à l'est d'Ormuz, ou à l'est de Kaboul. Mais je préfère Ormuz parce que Kaboul, on va partir. On a des intérêts globaux. On fait autant de commerce dans des voies plus compliquées maritimes avec l'Asie que les États-Unis. Les États-Unis, c'est plus facile, ça passe par le Pacifique, il n'y a pas de détroit à passer, sauf peut-être Panama, qui est sous contrôle. Donc ce qui peut se passer en termes de tension à l'est d'Ormuz aura un impact sur les intérêts au moins économiques européens. Et donc, comme on n'a pas les moyens des États-Unis dans cette zone, je suggère qu'on soit plus innovant en matière de présence stratégique et qu'au moins on ait un dialogue entre, disons, Bruxelles et Washington sur ces questions globales qui ne passent pas par l'OTAN, car la réponse, c'est pas Global NATO. Ça serait vraiment contre-productif. Donc là, il y a une véritable... C'est pour ça que je dis qu'on est un acteur global non reconnu par le grand allié. Et nous continuons d'accepter cette division du travail, sauf à l'échelle régionale, puisque là, notre grand allié nous y encourage. Mais nous avons, non reconnu par notre grand allié, mais non assumé par nous-mêmes. Si l'on regarde, moi je suis extrêmement attentif au texte. Finalement, on n'est pas assez attentif au texte. Ces textes, quels qu'ils soient, sont par exemple le texte des 11 ministres des Affaires étrangères, qui a été rédigé en fait par 10 ministres, et puis le français s'est joint au groupe à un moment, qui vous lisez très en détail, je les passe sous les yeux. Il y a plein de choses intéressantes. Le mot « valeur » apparaît 6 fois. L'Europe, l'Union, est une communauté de valeurs. Je suis d'accord avec ça. Mais le mot « intérêt » n'apparaît jamais. Dans le document Solana de 2003, le mot « intérêt » apparaît 2 fois, à propos de la gouvernance de l'Europe centrale et du voisinage. Donc, nous-mêmes, quand nous produisons des documents à vocation stratégique, peut-être même prospective, mais en tout cas stratégique, nous n'assumons pas le fait que nous pourrions nous aussi avoir des intérêts globaux, ou des intérêts même en tant que tels. Nous ne sommes pas seulement une communauté de valeurs. Et ça nous pose quelquefois des problèmes. Je vous donne un seul exemple, d'actualité, malheureusement. Coup d'État au Mali. C'est pas bien un coup d'État. Alors on condamne le coup d'État. Mais on n'a jamais condamné le président démocratiquement élu qui a perdu le contrôle de la moitié de son territoire. La démocratie, c'est bien, mais il faut qu'elle soit efficace. Donc, vous voyez, on est trop dans les valeurs, on n'est pas assez dans les intérêts stratégiques, et là, on a beaucoup à apprendre du dialogue avec les Chinois, les Brésiliens, et surtout nos amis américains. Il y a parfois donc une divergence, un télescopage entre les intérêts et les valeurs. Et on a peut-être intérêt à travailler avec cette junte, là, telle qu'elle est actuellement, pour faire valoir nos intérêts, et à commencer par les otages. Si on essaye de lister, mais ça c'est le travail qu'on essaye de faire avec Jean-Dominique, ce que pourraient être les intérêts stratégiques européens. Pour les Américains, c'est relativement facile. Moi je dirais 4 ou 5 intérêts majeurs vitaux des États-Unis. Aujourd'hui la Chine, les affaires nucléaires, prolifération, la Russie, mais la Russie en tant que telle, balistique, Israël, le pétrole, à peu près tout. Si j'en prends que 5. Pour les Européens, il y a les questions de sécurité. Clairement, nous avons un voisinage beaucoup plus compliqué que celui de nos amis américains. Nous avons des problèmes. La moitié des crises du monde se trouvent entre 3 heures et 6 heures de vol de Strasbourg. Enfin, pas Strasbourg, parce qu'il n'y a pas beaucoup de vols à Strasbourg, donc on va dire Paris ou Bruxelles. Mais disons Strasbourg. Donc, on a des questions de sécurité dans le territoire européen et au-delà du territoire européen.
Deuxièmement, nous avons en effet une capacité d'aide publique au développement qui est en fait une stratégie de stabilisation à long terme. C'est une stratégie très politique, elle n'est pas seulement charitable ou humanitaire. Et là, on est plutôt dans une ligne de développement d'opérations extérieures. La dernière en date, c'est EUCAP Niger. Il y aura sans doute Artemis 2 au Kivu. Ça marche plutôt bien en Somalie, etc. Et puis, on a évidemment des intérêts commerciaux qui doivent être fondés fondamentalement sur la réciprocité face à la situation d'asymétrie des marchés. On est vraiment d'une naïveté extraordinaire en matière d'ouverture commerciale. Et c'est quand même très étonnant. Pour conclure provisoirement, mal assumé aussi parce qu'il y a des divergences sur le fond entre les grands intérêts, entre les grands États européens, notamment sur la question de l'emploi de la force, l'Allemagne et la France en Libye, sur la question de la PSDC par rapport à l'OTAN. Actuellement, nos amis allemands freinent des cas de fer sur la volonté française de relance de l'Europe de la défense. Ils sont plutôt sur une ligne de non-alignement ou otanienne, enfin, caricature un petit peu. Deuxièmement, clairement, il faut qu'on repense le projet européen en ajoutant l'échelle mondiale. Encore une fois, nous avons très bien réussi la réconciliation phase 1, nous avons bien géré l'élargissement phase 2, on a fait ça pendant 20 ans, on a simplement négligé le fait qu'à Pékin et qu'à New Delhi, on tirait les mêmes conséquences que nous de la chute du mur et de l'effondrement du système russo-soviétique et de l'économie centralement planifiée. Alors, on a fait beaucoup de choses pour nos amis polonais, mais on a un peu oublié Bangalore, plus Cracovie que Bangalore, c'est normal, et puis brusquement, on se retrouve avec une concurrence absolument extraordinaire de la high-tech indienne, des produits industriels chinois, etc., etc. Donc là, il faut repenser, plutôt ajouter une échelle de réflexion qui est l'échelle mondiale, en sachant qu'on a deux options. Ou bien nous sommes un sous-ensemble du monde occidental de l'Atlantique Nord, auquel cas notre plus-value n'est pas très importante, et on retrouve l'éternel problème du dialogue inégal avec les États-Unis, ou bien on est plutôt sur une ligne de multipolarité, et là on peut jouer. On peut jouer dans tous les sens du mot jouer. On a du jeu, on est un pôle. Donc vous voyez, on a aussi des choix. La réponse dépend en partie de nous. Intérêts globaux, nous les avons. Acteur global, nous pouvons le décider, courageusement ou pas. Dernier point qui est plutôt positif, que je retire de ma dernière conversation avec Michel Barnier, à la conférence d'ambassadeurs au mois de septembre, le mot intérêt n'est plus tabou au collège, c'est-à-dire chez les commissaires. Barnier essaye, en bon français, d'injecter des idées, de provoquer une réflexion au collège sur le concept d'intérêt stratégique. Alors je lui ai demandé, est-ce qu'il faut parler d'intérêt partagé, d'intérêt commun? Il dit, peu importe, les intérêts stratégiques. Donc il me semble que la rudesse de la crise, des défis globaux, nous conduisent finalement à réfléchir aussi en termes d'intérêt, en plus, naturellement, de tout ce qu'a dit Jean-Dominique tout à l'heure, c'est-à-dire une Europe comme communauté de valeurs. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que ce qui fait référence dans ce que nous avons fait ensemble en termes de co-souveraineté, de multipolarité régionale, etc., ne fait pas référence à l'échelle mondiale si on oublie la dimension d'intérêt. Des valeurs, des intérêts assumés et des idées qui intéressent les autres. Des idées qui intéressent les autres. Si on veut exister, si on veut avoir de la visibilité au plan international, il faut que nous continuions à produire des idées qui intéressent les autres. Et il faut un dialogue courageux et franc, comme on dit en diplomatie, franc, avec nos amis américains sur toutes les affaires du monde. Sur toutes les affaires du monde, qui nous intéressent également. Merci. Merci beaucoup, Michel. Je voudrais maintenant, de manière un peu déstructurée, et c'est volontaire de ma part, demander à Karine Darty-Pérou, qui est une prospectiviste, c'est-à-dire, elle nous expliquera mieux comment elle le définit, mais c'est certainement pas une prévisionniste, une prospectiviste, d'essayer de mettre en perspective, justement, cette Union européenne, cette Europe telle que nous la dessinons.